Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Lamine Aman, je suis responsable du département JA de Fontainebleau. Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, nous avons été contraints de nous adapter afin de remplacer le traditionnel amphithéâtre par des séquences vidéo. Donc l'objectif est de vous présenter de façon assez succincte le département JA de Fontainebleau. Au cours de cette présentation, nous aborderons le fonctionnement du département, la semestrialisation, les modalités de validation du but, le but et l'alternance, les plus du but à Fontainebleau, la place de l'international dans le but, et puis ce que vous ferez après le but, à la fois en termes d'insertion professionnelle et de poursuite d'études. Avant d'aborder le fonctionnement du département, juste un bref aperçu de son positionnement au niveau de l'université. Le département JA de Fontainebleau fait partie de l'IUT de Sénart-Fontainebleau, dans lequel on retrouve 10 départements, qu'ils soient tertiaires ou secondaires. Et cette IUT de Sénart-Fontainebleau fait à son tour partie d'un ensemble un peu plus grand qui est l'Université Paris-Créteil, avec l'essentiel de nos bureaux et de nos effectifs qui sont sur le campus de Créteil. Nous avons plusieurs campus, notamment un campus à Sénart et un deuxième campus à Fontainebleau. Pour le fonctionnement du département, nous avons un recrutement qui est sélectif, c'est-à-dire nous avons, en fonction des années, entre 1200 et 1500 dossiers qui nous parviennent via Parcoursup, que nous sélectionnons sur la base en fonction de l'option et des spécialités choisies. Donc, nous axons notre attention sur le français, l'histoire géo, l'anglais, sciences économiques et sociales, et puis éventuellement finance, gestion financière, mercatique, RH. Nous attachons aussi une grande attention aux remarques des collègues des lycées et notamment donc à l'assiduité et au sérieux des bacheliers. Nous avons aussi une évaluation qui est basée sur le contrôle continu, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'examen terminal à la fin du semestre ou à la fin de l'année, mais nous avons des évaluations qui se font au fur et à mesure de l'avancée dans les enseignements. Nous avons des enseignements qui peuvent durer uniquement 2 à 3 semaines, c'est-à-dire 9 à 12 heures d'enseignement, et d'autres qui s'échelonnent sur l'intégralité d'un semestre. Et nous avons donc au minimum 2 évaluations qui ont lieu au cours de l'enseignement concerné. Les enseignements sont organisés en groupes plutôt de TD, composés au maximum de 30 étudiants, et nous avons 25% de notre maquette pédagogique qui est assurée dans des amphithéâtres avec un cours magistral où on retrouve l'intégralité de la promotion, c'est-à-dire en début d'année 120 étudiants. Nous avons aussi des méthodes de travail universitaires dans le sens où, certes, nous avons un ensemble de corpus théoriques que nous devons bien entendu à aborder, mais nous avons aussi beaucoup de travaux en groupe, de cas pratiques et puis surtout de mise en situation qui se traduisent par ce que nous appelons des commandes pédagogiques, une observation tutorée, un projet tutoré et bien entendu un stage. Je reviendrai sur ces différentes notions un peu plus tard. Nous avons une approche universitaire et une mise en situation, comme je viens de le signaler, avec donc, mise en situation à travers des travaux pratiques, donc des études de cas auxquels sont confrontés les étudiants. Nous avons aussi des jeux de simulation, c'est-à-dire les étudiants organisés en groupe prennent des décisions comme si qu'ils géraient une entreprise en matière de produits proposés, de tarification, politique RH, de politique marketing, communication. Et donc, dans un univers, donc, nous avons les différentes décisions qui sont prises par les entreprises composant cet univers-là, qui sont soumises à un logiciel, donc une simulation de gestion, d'où le terme simulation de gestion, et qui donnera des résultats pour ces différentes décisions prises par les étudiants. Nous avons aussi donc les commandes pédagogiques, donc conduite de projet, et nous avons une montée, on va dire, en charge, en quelque sorte, pour ces commandes pédagogiques. Pour l'instant, nous avons au S2 ce que nous appelons une observation tutorée, c'est-à-dire que les enseignants du département sont chargés de suivre les étudiants qui proposent une thématique en fonction de leur centre d'intérêt
des thématiques qui peuvent être liées. Là, dernièrement, nous avons eu les influenceurs ou influenceuses, la monétisation de l'audience Internet, le e-sport, le marché du bio, etc., etc. Donc, c'est une thématique qui est proposée par les étudiants et nous leur demandons donc d'essayer de mettre en place un outil scientifique, c'est-à-dire ça peut être un sondage, ça peut être des entretiens qualitatifs avec ou bien donc des sondages pour les personnes concernées par leur thématique, ou bien donc des entretiens qualitatifs avec des personnes qui sont jugées comme étant spécialistes du domaine concerné donc, et que les étudiants ont choisi. Donc, les étudiants disposent d'un enseignant-tuteur pour ce travail-là, donc au terme duquel il faudra rédiger un mémoire et faire une présentation devant un jury composé des enseignants. Au S3, donc au semestre 3, nous avons quasiment le même schéma, c'est-à-dire une commande qui a mené donc, en groupe de 4 ou 5 étudiants. La différence, c'est qu'on se rapproche un peu plus de la réalité dans le sens où cette commande-là n'est pas lancée par un enseignant du département, mais est lancée par un client extérieur à l'IUT. Ça peut être une collectivité territoriale, c'est-à-dire une mairie, un département, un conseil général. Ça peut être aussi une entreprise, donc une entreprise de prestation de services, industrielle, sachant que les différents commerces, d'ailleurs nos étudiants travaillent souvent avec des commerçants du coin, ça peut être des boulangeries, ça peut être des magasins de prêt-à-porter ou tout autre article. Ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, des associations connues bien entendu nationalement, Secours catholique, Croix-Rouge, l'EFS, ou bien d'autres associations qui sont un peu plus locales, et les étudiants donc répondent à une problématique, à un besoin de l'association, et au même titre que l'observation tutorée, eh ben, le projet tutoré donnera lieu à la rédaction d'un mémoire et aussi à une soutenance à organiser face à un public composé, donc un jury composé d'enseignants et bien entendu du client des étudiants. Et nous avons donc la dernière commande qui est le stage, qui est à organiser en deuxième année, en troisième année. Donc là, en l'occurrence pour le stage, donc nous avons encore un doute et vous remarquerez au fur et à mesure de la présentation qu'il y a encore certaines incertitudes concernant la mise en place de la réforme du but qui rentrera en œuvre donc, en septembre 2021 et pour laquelle donc nous avons encore des doutes sur à la fois le format des enseignements, la nature des enseignements, et puis notamment en termes de stage, donc est-ce qu'on aura un stage uniquement en deuxième ou troisième année, ou est-ce qu'on aura à la fois en première, en deuxième ou en troisième année. Et en termes donc de formateurs, donc nous avons une diversité d'intervenants. Bien entendu, nous avons des enseignants et enseignants-chercheurs permanents, donc au niveau de l'IUT, donc au niveau de l'université. Nous avons aussi des collègues qui viennent du secondaire éventuellement, qui sont en poste dans des lycées, ou des collègues qui sont professionnels. Nous avons un expert comptable, un contrôleur de gestion, une responsable ressources humaines, un contrôleur fiscal. Nous avons donc une diversité comme ça donc d'intervenants qui, en fonction de leurs compétences, viennent justement donc prêcher la bonne parole, j'ai envie de dire, c'est les termes que je reprends régulièrement. L'avantage justement de ces intervenants qui sont vraiment au contact réel donc, de l'entreprise, c'est d'avoir un regard qui peut être un peu différent et nécessairement complémentaire à celui que nous avons, nous, enseignants, enseignants-chercheurs, qui avons comme principale activité l'enseignement. Donc, vous remarquez que nous avons certaines spécificités qui nous distinguent quelque part d'une autre formation, d'autres formations qu'on pourrait trouver dans je dirais le panorama de l'enseignement supérieur. En matière de semestrialisation, jusqu'à maintenant, nous étions avec un DUT et donc une durée de formation de 2 ans, donnant lieu donc à 2 semestres par an, c'est-à-dire 4 semestres.
À partir de septembre 2021, nous passons à un but, bachelor universitaire de technologie, qui est donc sur 3 ans avec une sortie possible, donc une diplomation avec un DUT qui est rénové au terme de 2 ans d'enseignement. Donc là, en termes de parcours de formation, donc ça offre un peu plus de possibilités, c'est-à-dire des étudiants pourront être diplômés à Bac+2, donc sortir avec un DUT et aller ou bien s'insérer professionnellement ou vers une poursuite d'études. D'autres peuvent rester au niveau du département pour une année supplémentaire, donc 2 semestres supplémentaires pour aller jusqu'au S3. Et même chose, au terme de ce but, eh ben, ils pourront à la fois donc s'insérer professionnellement ou bien s'inscrire dans une poursuite d'études sur laquelle je reviendrai. Chaque semestre donnera lieu à 30 crédits européens, donc 30 crédits ECTS. Donc ça nous donne 120 au terme de 2 années de formation et puis 180 au terme des 3 années. La formation donc, est dispensée en unités d'enseignement. Donc nous avons un regroupement, donc nous avons des modules, hein, des matières qui ressemblent aux maths, physique, SVT et autres hein, qu'on pourrait trouver au lycée. Mais par contre, on aura un regroupement de ces unités d'enseignement avec comme unité d'enseignement une, on va dire, des compétences quelque part transversales, hein, un peu communes, et une unité d'enseignement 2 avec plutôt des modules qui sont orientés vers les métiers hein, en relation avec le DUT ou le futur but GEA. Les enseignements, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont assurés à la fois avec toute la promotion dans des amphithéâtres, donc en cours magistral, c'est pour une proportion de 25%, et le reste, c'est à la fois donc, des travaux dirigés, des travaux pratiques, et puis des projets que j'ai évoqués tout à l'heure, donc des observations tutorées, projets tutorés ou stages. Là, je vais vous présenter le schéma actuel, puisque pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, hein, nous n'avons pas encore la déclinaison hein, donc des enseignements pour le but 1. Donc jusqu'à maintenant, donc vous remarquez l'organisation en 2 unités d'enseignement, 1 et 2, une qui est un peu généraliste, donc communication, LV1, LV2, projet personnel et professionnel, dans le cadre duquel les étudiants travaillent sur leur projet professionnel, donc économie, intro, droit, sociologie. Et puis, unité d'enseignement 2, un peu plus orientée vers les métiers, vers lesquels prédestine a priori un DUT ou un but GEA, avec donc de la comptabilité financière, de la fiscalité, du marketing ou de l'introduction au management. En 2e année, nous avons toujours ces 2 unités d'enseignement 1 et 2 qui sont communes et on voit apparaître ce que nous appelons des options, donc c'est des colorations en fonction des projets professionnels des uns et des autres. Jusqu'à maintenant, donc, nous proposions donc 3 options, donc gestion comptable et financière, gestion et management des organisations et gestion des ressources humaines. À partir de septembre 2021, à la place de ces 3 options, GCF, GMO, GRH, apparaîtront ce que nous appelons des parcours. Donc, nous avons toujours le GEA, donc le département GEA, donc le but GEA, mais au lieu des 3 options qu'on avait, nous avons 4 parcours. Donc, gestion comptable, fiscale et financière, contrôle de gestion et pilotage de la performance, gestion, entrepreneuriat et management d'activité, et enfin, gestion et pilotage des ressources humaines. Vous remarquerez que globalement, on retrouve les options qu'on avait en DUT. La différence, c'est que les enseignements qui sont spécifiques à ces parcours commenceront au S4 et sur l'IUT de Sénart Fontainebleau, avec ces 2 sites, Fontainebleau et Sénart, nous souhaitons proposer l'intégralité des parcours. Donc, quand un étudiant rentre à l'IUT Sénart Fontainebleau, donc il pourra suivre le parcours qu'il souhaite sur le site de Fontainebleau ou sur le site de Sénart, puisque nous avons 2 départements GEA à l'IUT, donc un qui est à Fontainebleau, qui est le nôtre, et un deuxième qui est sur Sénart. En termes de modalité d'obtention du DUT, nous avons donc une moyenne générale nécessairement au-dessus de 10/20, avec des jeux de compensation possibles.
Par contre, une moyenne minimale de 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. C'est-à-dire, si vous avez moins de 8 sur 20 dans une unité d'enseignement, il est impossible de compenser. Donc, si vous avez 13 dans lieu 1 et 7 dans lieu 2, certes, 13 plus 7, ça fait 20, divisé par 2, ça fait 10 sur 20. Oui, vous remplissez la condition 10 sur 20, mais par contre, vous ne remplissez pas la condition de la moyenne de 8 sur 20, et donc, vous n'êtes pas dans les clous pour valider votre formation. Nous avons, bien entendu, le contrôle continu tout au long de la scolarité. Pour certains enseignements, nous avons carrément une évaluation par semaine. Nous sommes aussi vigilants par rapport à l'absentéisme. Donc, un des avantages du département GEA, et des différents départements d'ailleurs, des buts, c'est qu'il y a une certaine proximité entre le corps enseignant et les étudiants. Nous avons donc environ 16 enseignants permanents et 120 étudiants en première année. Dès qu'un étudiant commence à décrocher, commence à se désintéresser quelque part peut-être à sa formation, donc il est identifié. Nécessairement, donc il est très tôt convoqué par le ou la directrice des études de première année. Il y en a en première année puis en deuxième année. Il y en aura aussi en troisième année, afin de savoir si l'étudiant a des difficultés scolaires en termes de méthode, en termes de contenu, ou a des doutes. L'idée, ce serait justement d'essayer d'accompagner ces étudiants, essayer de les raccrocher si finalement ils passent juste par un passage à vide dans leur, je dirais, dans leur questionnement, ou bien carrément donc les accompagner afin de les aider à repostuler sur Parcoursup s'ils constatent que finalement le GEA ne correspond pas tout à fait à leurs souhaits en termes de formation. Nous avons des examens qui sont planifiés à l'avance, donc les étudiants ont la possibilité de consulter en ligne leur planning et voient donc en direct en quelque sorte la planification à la fois des enseignements et puis des examens. Et les rattrapages donc, sont bien entendu de droit si l'absence à un examen est justifiée. Nous avons 2 sessions de rattrapage à la fin donc du semestre 1 et à la fin du semestre 2 au cours de l'année, et c'est la même chose que ce soit en première ou en deuxième année. Jusqu'à maintenant, donc j'ai parlé du but sous sa forme, je dirais, normale, c'est-à-dire avec une formation à plein temps, donc on appelle aussi FI la formation initiale. Il faut savoir que le but actuellement, et puis à partir de septembre 2021, donc le but peut être aussi préparé en alternance, c'est-à-dire une période passée en entreprise et une période passée à l'université. À Fontainebleau, donc nous sommes sur un rythme d'une semaine sur 2. Donc nous avons une semaine à l'IUT, une semaine en entreprise. Ça permet à l'étudiant justement d'avoir un rythme régulier, à la fois de présence en entreprise, mais aussi de présence à l'université. C'est possible dès la première année à Fontainebleau. Ça présente pas mal d'avantages, et notamment donc l'intérêt d'avoir une expérience professionnelle. Si un étudiant rentre dès sa première année en alternance, et ben, au terme de 2 ans, au terme de 3 ans de formation, et ben, il se prévalera d'une formation quand même, certes en but, mais aussi et surtout d'une expérience professionnelle de 2 ou 3 ans correspondant à son cycle d'apprentissage chez nous. Cela permet aussi, et les étudiants sont parfois donc sensibles à cela, donc d'être rémunérés, puisqu'on a des étudiants qui ont des jobs, étudiants à droite à gauche. Avec l'alternance, eh ben, ils peuvent justement éviter ces jobs étudiants, et donc être en alternance et avoir une rémunération qui est bien entendu fixée par la loi, en fonction donc à la fois de la formation et de l'âge de l'apprenti. Permet aussi, accessoirement, donc, d'être dispensé des frais de scolarité, puisque c'est pris en charge par les entreprises, et depuis la réforme loi à venir, donc ce sont les OPCO qui prennent en charge la formation.
En ce qui concerne l'international, jusqu'à maintenant, donc l'international peut, je dirais, se matérialiser de différentes façons. Nous avions jusqu'à cette année un groupe international, c'est-à-dire nous avons 4 groupes en formation initiale et un en alternance, à la fois en première et en deuxième année. Parmi nos 4 groupes en formation initiale, nous avons un groupe qui est dit groupe international, avec comme caractéristique des enseignements qui sont prévus dans le programme national, mais qui sont dispensés en anglais. Donc ce n'est pas uniquement LV2, anglais, mais c'est carrément donc des enseignements donc de management, de comptabilité internationale, donc qui sont dispensés, d'économie, qui sont dispensés en anglais. Cela permet aux étudiants de se préparer justement à éventuellement une poursuite d'études et puis tout simplement à évoluer dans un environnement multiculturel et quelque part ouvert à l'international, puisque ça devient de plus en plus une règle. Nous avons aussi une matérialisation de cette dimension internationale à travers à la fois des semestres d'études à l'étranger ou des stages, voire les deux, parfois, pour certains étudiants qui souhaitent passer toute leur année à l'étranger. Donc, jusqu'à maintenant, donc, les départs se font essentiellement au S3, c'est-à-dire au début de la deuxième année, et pour certains autres étudiants, au S3 et ou au S4. En termes de partenariat, donc, nous avons des partenaires en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, en Corée aussi du Sud, pour les semestres d'échange, et puis pour les stages, là aussi, différents partenariats, à la fois donc des partenariats, je dirais, institutionnels, ou bien plus d'ordre, je dirais, personnel. Nous proposons aussi la préparation au TOEIC à nos étudiants, puisque dans certaines formations, on exige ce test. Et pour les poursuites d'études, donc jusqu'à maintenant, nous avions aussi donc, des DUETI, donc après les 2 années de DUT, ou bien les 2 premières années du BUT, les étudiants pouvaient aller, dans le cadre d'un DUETI, au Canada ou en Amérique latine éventuellement. Que faire après le BUT? Donc là, j'ai donc volontairement indiquer les métiers a priori correspondant aux différentes options que nous avons dans le cadre du DUT, donc GCF, GMO, GRH, avec GCF plutôt les métiers du chiffre de façon générale, service comptable ou service financier ou contrôle gestion. GMO, c'est plus du management ou de la communication, donc de la gestion commerciale, et GRH, plutôt dimension ressources humaines. Donc, nous n'avons pas encore le détail à la fois donc, des enseignements et puis du séquencement de ces enseignements sur les 3 années du BUT. Il est fort à parier que ce soit globalement les mêmes familles de postes qui soient proposées. Par contre, il y aura peut-être des nuances en termes de niveau de diplomation, Bac+2, Bac+3. Les plus au niveau du département GEA de Fontainebleau, donc en termes de poursuite d'études du classique, rien d'exceptionnel, donc à la fois donc, poursuite d'études en licence professionnelle pour ceux qui restent chez nous et continuent en but 3, puisque justement donc l'intérêt de la réforme, ça serait justement d'adosser les 3e années de but aux licences professionnelles. Et donc nous avons ces licences professionnelles qui se transforment en but 3. Nous avons aussi des poursuites d'études en école de commerce, en IAE, donc Institut d'administration des entreprises, qui est un réseau d'écoles de management dans les universités, déployées dans toute la France, et nous avons un IAE au niveau de l'université Paris-Créteil, qui est située à Créteil. Et nous avons aussi éventuellement des étudiants qui prennent la décision de bifurquer, donc de faire autre chose, parce qu'au terme de 2 ans ou 3 ans de GEA, se rendent compte que finalement, ils aiment bien la gestion, mais avec peut-être une coloration particulière, et vont poursuivre
dans différentes formations ou éventuellement pour passer des concours, notamment de la fonction publique. Les plus spécifiques au département de Fontainebleau, un emplacement clairement privilégié. Malheureusement, avec les JPO virtuels, vous n'avez pas la possibilité de venir sur site, mais si vous avez envie de voir les environs, donc je vous recommande de venir quand même, ne serait-ce que pour une balade, pourquoi pas, au printemps dans la forêt de Fontainebleau et faire un détour par le site de l'IUT. Vous verrez que nous sommes dans un environnement qui est particulièrement avantageux. Des équipements plutôt, je dirais, adéquats, donc à la fois en termes de salles de cours, de salles informatiques, donc de matériel. Nous avons ce dont nous avons besoin, donc, et les étudiants sont plutôt dans de bonnes dispositions, même si, bien sûr, avec la crise actuelle et l'enseignement en distanciel, ça complique les choses, notamment pour les étudiants qui sont un peu fragiles ou en difficulté. Mais nous espérons que très rapidement, nous reviendrons vers un fonctionnement normal. Nous avons aussi 2 parcours excellence. Un parcours excellence avec l'IAE Gustave Eiffel, qui est notre IAE à l'Université Paris-Est Créteil, qui permet aux étudiants, aux meilleurs de nos étudiants, de ne pas passer le concours score IAE et d'avoir accès à la fois donc, à la licence 3, gestion des entreprises et gestion des entreprises et la licence 3, finance et comptabilité, sans passer par le concours, mais uniquement par un entretien individuel. Et là, bien entendu, c'est dans le cadre d'une diplomation et d'une sortie à Bac+2. Pour l'instant, nous n'avons pas encore discuté avec l'IAE sur la nouvelle articulation de ce parcours excellence et du but. Nous avons aussi un deuxième parcours excellence avec le CELSA, qui est une structure de formation faisant partie de Sorbonne Nouvelle, donc en information, communication, GRH, qui est extrêmement réputée et qui propose à nos étudiants qui sont plutôt en ressources humaines de poursuivre leurs études au CELSA, là aussi, donc avec un entretien qui est extrêmement sélectif, et nous avons donc, notamment au cours de cette année qui s'écoule, donc un étudiant diplômé, un alternant d'ailleurs, un apprenti, diplômé en juin 2020 et qui a intégré donc le CELSA en septembre 2020. Nous avons aussi d'autres partenariats, mais parfois donc, qui ne sont pas, je dirais, officialisés et souvent justement dans le cadre à la fois donc ces problématiques donc de poursuite d'études ou bien de questionnements qui sont, je dirais, sont toutes logiques des étudiants. Et nous avons des enseignants qui sont à leur disposition, à la fois dans le cadre du PPP, projet personnel et professionnel, mais aussi dans le cadre des différents enseignements, afin d'échanger avec eux pour justement les aiguiller vers éventuellement un contact que nous avons pour un stage ou peut-être une piste pour une poursuite d'études, pourquoi pas à l'étranger, et clairement, donc les pousser justement à sortir un peu de leur zone de confort pour aller se mettre en difficulté et gagner à la fois en maturité et en apprentissage. Ce qui vous reste à faire maintenant, c'est bien entendu donc l'inscription sur Parcours Sup pour sélectionner vos différentes formations et bien entendu faire le nécessaire tous les jours donc en lycée pour avoir un dossier qui corresponde aux attentes qui sont les nôtres. Je vous remercie. Bonne JPO et j'espère vous retrouver très rapidement dans des conditions qui soient un peu plus normales.